Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes 10 romans préférés de tous les temps. C'est une liste qui a été un petit peu galère à faire, je vous mens pas, parce que c'est difficile en fait d'en choisir que 10. Et en même temps pour certains titres, en fait le choix s'est fait assez naturellement. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va vous inspirer. Dans cette liste de mes romans favoris, il y a énormément de mes lectures de 2020, parce qu'en fait 2020, même si ça a été une année pourrie pour absolument tout le reste, et niveau lecture, honnêtement, j'ai vraiment lu des trucs trop bien, des super lectures, des livres qui m'ont profondément marqué et que j'ai vraiment adoré. Alors je pense que si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, il y a sûrement des titres qui vont pas trop vous étonner parce que c'est des romans dont je parle quand même assez souvent. Mais voilà, je me suis dit que c'était cool de faire cette vidéo de mes 10 romans favoris pour les gens qui arrivent, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont arrivés sur la chaîne récemment, mais aussi pour faire un petit peu un bilan en fait des choses que j'ai aimées ces dernières années. Enfin bon, vous voyez le truc. Donc voilà, je vais arrêter de parler et je vais commencer par vous présenter le premier roman. Ah oui, du coup, non, je vous ai pas dit, c'est important quand même. Une saga compte pour un roman en fait, parce que parfois c'est pas un roman que j'aime particulièrement, c'est l'univers ou la saga. Et du coup, en fait, au lieu d'appeler, enfin je sais pas, j'aurais peut-être pu trouver un titre meilleur que mes 10 romans favoris, mais mes 10 sagas favoris, c'est pas forcément ça non plus, parce qu'il y a des one-shots. Enfin bref, du coup, une saga est égale un roman. Je vais tricher un petit peu, mais bon, bref, c'est pas très grave. Alors très rapidement, je voudrais vous parler de la saga Harry Potter, parce que c'était vraiment impossible pour moi de pas mentionner Harry Potter dans cette liste, même si depuis quelques temps Harry Potter j'en suis un petit peu revenue, parce que c'était une saga qui était vraiment très importante pour moi quand j'étais enfant, quand j'étais adolescente, et jusqu'à très récemment c'était ma saga favorite. Mais en fait depuis quelques années je suis revenue d'Harry Potter. C'est pas que j'aime moins, c'est juste que je suis beaucoup plus détachée par rapport à cette saga, et je pense que le fait que j'ai découvert que J.K. Rowling était une personne aussi problématique et détestable a beaucoup joué sur le fait que voilà, Harry Potter j'aime toujours énormément, c'est toujours une lecture qui me fera du bien, c'est toujours un univers que j'adore, des personnages que j'adore, mais c'est pas, enfin vraiment ça a plus l'importance que ça avait dans ma vie, parce que quand je dis que c'était important, c'était vraiment Harry Potter, c'était même non, c'était pas toute ma vie, faut pas abuser. J'écrivais énormément de fanfiction, j'étais sur des forums de fans, enfin bref, j'étais vraiment super fan. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est vraiment une saga pour laquelle j'ai énormément d'affection, et je pense que jusqu'à la fin de ma vie ça me fera du bien et j'apprécierais de me replonger dans les livres d'Harry Potter. Mais ce n'est plus ma saga préférée, puisqu'en fait elle a été détrônée assez récemment en fait par deux sagas de fantasy que j'aime énormément et que franchement j'aurais du mal à départager. En fait c'est deux sagas de fantasy que j'adore mais qui sont très différentes l'une de l'autre. Et juste pour préciser comme ça vite fait en passant, mon tome préféré de Harry Potter c'est le 5 et mon film préféré c'est le 1, puisque c'est celui que je regarde quasiment tous les ans à Noël. Et d'ailleurs mes petits frères sont super fans du film aussi, donc du coup cette année quand ils vont venir ça va être trop sympa, parce que du coup on va pouvoir se mettre en famille devant le Harry Potter 1 et ça va être vraiment trop cool. Donc voilà. Alors deuxième saga que je vous présente, il s'agit des Archives de Rochard de Brandon Sanderson. Alors c'était impossible pour moi de ne pas mettre Brandon Sanderson quelque part dans cette liste, parce que vraiment c'est un auteur que j'adore, c'est même mon auteur préféré. J'ai absolument adoré Fils de Brume, j'ai absolument adoré les Archives de Rochard, j'ai adoré ma lecture de Skyward, et j'aime bien en fait en général tout ce que je lis de Sanderson, ça marche vraiment bien pour moi, même si tout dernièrement j'ai eu quand même une petite déception avec Elantris que j'ai trouvé pas si ouf. Mais bref, du coup il a fallu que je choisisse lequel de Sanderson j'allais mettre sur la liste, et en fait assez naturellement j'ai choisi de mettre les Archives de Rochard, parce que même si Skyward ça a vraiment été une super lecture, un super moment de lecture, les Archives de Rochard vraiment pour moi c'est vraiment tout au-dessus en fait. Vraiment l'univers des Archives de Rochard pour moi c'est l'univers de fantasy parfait, parce que c'est riche, c'est profond, c'est original, c'est complexe, mais en même temps c'est assez facile d'accès. Et voilà, en plus le système de magie est tellement intéressant et tellement original. Alors pour le résumé de la saga, en fait on est dans un univers où des générations auparavant il y avait des chevaliers qui s'appelaient des chevaliers radieux, qui étaient des personnes très puissantes, des magiciens très puissants, qui en fait combattaient contre des créatures maléfiques dont j'ai oublié le nom. Et en fait il se trouve qu'un jour ces chevaliers radieux ont trahi l'humanité, puisqu'ils ont décidé de cesser le combat et de laisser l'humanité livrer elle-même contre le combat contre ces créatures maléfiques, et ils ont disparu de la surface de la Terre en laissant quand même derrière eux des traces de leur existence, et notamment des armures et des épées magiques qu'on appelle des éclats, qui ont en fait la particularité d'être en fait des épées et des armures magiques qui en fait quand une personne normale les met, les enfile ou utilise l'épée, se trouvent d'un seul coup dotés de pouvoirs magiques et d'une puissance surnaturelle. Et du coup ces éclats sont des objets très précieux et très rares, et c'est surtout de là que vient toute la partie magique au début de la saga. À côté de tout ça on va aussi suivre en fait la guerre entre les humains et les Parshendi. Les Parshendi en fait c'était une race qui était auparavant totalement pacifique, mais un jour pour une raison totalement inconnue ils se sont rebellés et ils sont entrés en guerre contre les humains en tuant le roi qui était roi à ce moment là, dont j'ai totalement oublié le nom. Et en fait on va surtout suivre dans le tome 1 cette guerre en fait entre les Parshendi et les hommes, qui s'est surtout centralisée sur un endroit particulier. C'est en fait une espèce de guerre des tranchées, mais une guerre des tranchées magique dans un endroit
dans une espèce de paysage montagneux, rocailleux, cette espèce de canyon avec des plaines de roches. Vraiment le paysage des archives de Rochard est vraiment super beau et visuellement je le trouve assez incroyable. Mais bref, et du coup on va surtout suivre au début la guerre entre les Parshendi et les humains en suivant plusieurs personnages. On va notamment suivre un homme qui était soldat et qui s'est retrouvé esclave et qui est envoyé au front comme esclave. On va aussi suivre une jeune fille qui doit absolument décrocher un apprentissage auprès d'une érudite assez puissante si elle veut sauver sa famille, parce que si elle n'y arrive pas, sa famille est condamnée. Et on va également suivre l'oncle du roi actuel, du coup le frère du roi qui a été assassiné il y a longtemps, et bref il va se passer plein de choses. Vraiment cette saga est tellement incroyable, tellement prenante, c'est tellement immersif, l'univers est tellement cool, tellement original, les personnages sont tellement attachants et complexes, il se passe tellement de choses, mais vraiment c'est tellement trop bien. Et du coup la deuxième saga de fantasy qui est égalité avec les archives de Rochard, mais vous allez voir en fait c'est vraiment deux sagas qui sont aussi bien l'une que l'autre mais très différentes. Bref, il s'agit de l'assassin royal de Robin Hobb. Alors dans l'assassin royal on va suivre le personnage de Fitz qui est en fait le fils bâtard de l'héritier du trône qui va être envoyé un jour à la cour. Son père, lorsque tout le monde va apprendre qu'en fait il a eu une liaison et qu'il a eu un enfant illégitime, va abdiquer, en fait il va renoncer à la couronne et il va s'exiler lui-même loin de la cour. Mais Fitz va rester à la cour avec un statut un petit peu ambigu parce qu'en fait à la fois il fait partie de la famille royale mais en même temps ce n'est qu'un bâtard, donc du coup personne ne sait trop quoi faire de lui. Et en fait le roi, donc le grand-père de Fitz, va trouver une solution et il va décider de faire de Fitz l'apprenti assassin. Et du coup Fitz va commencer son apprentissage pour devenir assassin, et en fait l'assassin c'est un petit peu celui qui s'occupe de toutes les besognes un petit peu dégradantes, de tuer des gens, mais en fait qui doit toujours garder le secret sur ses agissements. Et voilà, il va grandir comme ça à la cour, toujours avec ce statut un petit peu ambigu. Et ça aurait pu s'arrêter là pour Fitz, mais en fait c'était sans compter sur Royal, son oncle, qui est un homme très ambitieux et qui veut absolument s'emparer du trône. Et surtout c'était sans compter sur les pirates rouges qui sont des envahisseurs qui viennent du nord, qui envahissent les côtes et qui, grâce à une magie assez ancienne, une magie qu'on ne comprend pas très bien, déciment la population. Et Fitz va se retrouver mêlé à tout ça au milieu d'intrigues politiques, de complots, de magie, de guerre, etc. Pour moi l'immense point fort de cette saga c'est vraiment les personnages et les relations entre les personnages. Enfin clairement pour moi c'est impossible de pas être ému en pensant à Fitz et surtout en pensant aux relations que Fitz peut avoir avec d'autres membres, enfin avec d'autres personnages principaux, enfin personnages secondaires pardon, par exemple avec Patience qui est sa belle-mère, ou avec Burick qui est l'homme qui l'a élevé, ou alors avec le roi, avec son oncle. Bref c'est une saga que j'aime énormément, qui en plus d'avoir des super personnages parvient à parfaitement mêler à la fois l'intrigue politique et les intrigues magiques, et voilà c'était vraiment trop cool et je vous la recommande si vous l'avez pas déjà lu. Et maintenant on passe à de la science-fiction avec le tome 1 de la trilogie Spin. Si vous êtes sur la chaîne depuis un moment je pense que vous vous y attendiez. Alors j'ai bien aimé toute la trilogie mais clairement le tome 1 ça a été, enfin vraiment pour moi le tome 1 il est très clairement au-dessus des tomes suivants et j'ai tellement aimé ce tome 1, vraiment ça a été un très gros coup de cœur et je sais que j'en parle tout le temps mais vraiment lisez-le parce que c'était vraiment trop bien. Alors dans le tome 1 on rencontre trois personnages qui sont amis d'enfance et qui se trouvent être dans le jardin à observer les étoiles le jour où les étoiles disparaissent subitement. En fait il se trouve que la Terre vient juste d'être mise sous une barrière, sous une espèce de membrane qui à la fois la protège et l'emprisonne, puisque à l'intérieur de la Terre, enfin sur Terre le temps s'écoule normalement, mais à l'extérieur de la Terre, du coup pour tout le reste de l'univers, le temps s'écoule 100 000 fois plus vite, ce qui va avoir pour conséquence un léger problème notamment avec le soleil, puisqu'en fait du coup le soleil va très vite atteindre la date d'expiration, enfin il va très vite mourir et exploser. On va donc découvrir avec les personnages l'existence de cette barrière et on va se poser avec eux les mêmes questions et les mêmes questions que se pose toute l'humanité. Qu'est-ce que c'est que cette barrière? Pourquoi elle a été installée là? Par qui? Comment? Pourquoi? Etc. Nos trois personnages vont grandir, l'un d'entre eux du coup Jason va participer activement à toutes les recherches scientifiques qui sont menées sur cette barrière et notamment ils vont envoyer des gens sur Mars, etc. Enfin bref il va y avoir tout un tas de choses qui vont être mises en place et qui va avoir là encore tout un tas de conséquences à la fois politique, à la fois économique, à la fois sociale, parce que bref il se passe tout un tas de bouleversements dans le monde. Assez rapidement les scientifiques découvrent en fait que la barrière a été mise là et installée là par une forme de vie extraterrestre dont on ne sait absolument rien et qu'en fait ils vont appeler des hypothétiques, et il se trouve qu'en fait nos trois héros vont se retrouver mêlés de très près à toutes ces histoires de barrières et d'hypothétiques. C'est vraiment un roman qui est très riche parce que à la fois on a cet aspect découverte scientifique, exploration scientifique avec tout ce qui touche aux hypothétiques et à la barrière. En même temps on s'intéresse beaucoup à l'évolution de la société, à comment la société a été bouleversée en profondeur par tout ce qui s'est passé, notamment sur le plan politique, sur le plan de la politique mondiale et également au niveau religieux parce qu'il se passe énormément de choses à ce niveau-là. Et surtout on va énormément s'intéresser aux personnages en fait, aux
relation des personnages et vraiment j'ai trouvé cette amitié extrêmement touchante et extrêmement réaliste et vraiment très très belle, et tout ça sur un fond de science-fiction et de découverte scientifique complètement dingue. Enfin clairement c'était trop cool. Je sais que la trilogie peut faire un petit peu peur, surtout en plus je vous dis que le tome 2 et le tome 3 sont moins bien, mais je pense vraiment qu'il faut lire le tome, surtout que le tome 1 se suffit à lui-même. Alors même si du coup en lisant que le tome 1 vous n'aurez pas toutes les réponses, notamment concernant les hypothétiques et comment la barrière et pourquoi elle a été créée, mais vous aurez quand même assez d'éléments pour être satisfait je pense. Donc voilà. Et maintenant je voudrais vous parler d'une trilogie, et je voudrais vous parler de la trilogie de la Terre fracturée de N.K. Jemisin, qui est vraiment une trilogie que j'adore, notamment le premier tome. Si j'ai aimé en fait toute la trilogie, je pense vraiment que le premier tome ça a été mon expérience de lecture la plus marquante et traumatisante de... peut-être pas toute ma vie, mais presque en fait. Clairement, ça a été une de mes lectures les plus marquantes. Ça a été une lecture qui m'a totalement bouleversée et chamboulée, et à la fin du 1, mais j'étais dans un état de PLS absolu. Et voilà, bref. Alors pour le résumer, on est dans un univers post-apo. La Terre subit tout un tas de catastrophes climatiques assez importantes et assez désastreuses. Des tremblements de terre, des raz-de-marée, des éruptions volcaniques, tout ça qui rendent la vie un petit peu difficile pour les hommes qui ont survécu à tout ça. Et dans cet univers, il y a des gens qui ont développé le pouvoir de contrôler la Terre, c'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent soit déclencher, soit arrêter des tremblements de terre. Il y a une espèce d'énergie qui est en eux et qui passe aussi dans la terre, qui leur permet en fait de contrôler la terre. Et en fait il se trouve que ces personnes, au lieu d'être vénérées comme des dieux et du coup qu'on leur demande de l'aide pour réussir un petit peu à contrôler, enfin à empêcher toutes les catastrophes qui arrivent, sont totalement craintes et haïes par la population, et en fait personne ne peut dire au grand jour qu'il est orogène, parce que sinon il risque très probablement de se faire assassiner et lapider sur la place publique. Dans le tome 1 on va suivre plusieurs personnages, on va notamment suivre une petite fille qui du coup est orogène et qui est envoyée dans une école spéciale pour les autres personnes comme elle. On va également suivre une femme qui est orogène elle aussi, et en fait qui a 2 enfants, qui un jour rentre chez elle et découvre le cadavre de son petit garçon qui a 3-4 ans, quelque chose comme ça, qui a été tué et roué de coups par son père, parce qu'en fait l'homme a découvert que son fils était un orogène. Du coup il a tué son enfant et il est parti avec leur fille. Ils se sont enfuis tous les deux, et en fait du coup on va suivre cette femme qui part à la poursuite de son mari pour récupérer sa fille au milieu de l'apocalypse, puisqu'en fait en même temps que du coup son mari s'enfuit, il s'est passé une énorme catastrophe, un immense tremblement de terre qui a créé une immense faille et qui rejette tout un tas de gaz toxiques, et du coup on va suivre cette femme à la poursuite de sa fille avant que tout le monde meure. Donc voilà en gros pour le résumé du tome 1. C'est un roman avec une narration assez particulière, très originale, mais qui du coup est assez complexe à prendre en main. Enfin clairement le début du tome 1 il faut quand même faire quelques efforts pour comprendre et pour s'habituer. L'univers est vraiment mais tellement original et tellement incroyable que c'est absolument fou à lire et à découvrir, mais vraiment je vous recommande ce livre. Les personnages sont incroyables, sont super attachants, super complexes. Vraiment l'héroïne qu'on va suivre, cette femme qu'on va suivre, on a tellement d'empathie pour elle en fait, parce que ce qu'elle vit c'est tellement un cauchemar, mais en même temps c'est tellement dur, cet univers est tellement dur. Enfin vraiment lisez la trilogie de la Terre fracturée, mais soyez préparés parce qu'en fait le tome 1 c'est vraiment un crève-cœur. Enfin clairement quand je vous dis qu'à la fin j'étais en PLS, c'est pas un mensonge. Enfin vraiment le tome 1 va vous briser le cœur. Il se passe tellement de choses dans ce tome 1, mais la fin vraiment, enfin je peux pas vous dire, mais vraiment la fin va vous mettre en PLS. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Maintenant on passe à Vita Nostra, qui est un roman fantastique que j'ai lu. Quand je dis fantastique, je parle au sens propre, c'est-à-dire qu'il fait partie du registre fantastique, que j'ai lu début 2020. C'est un livre écrit par Marina et Sergei Djatchenko, qui sont un couple d'Ukrainiens, et en fait dans lequel on va suivre Sacha, une jeune femme qui se retrouve forcée d'aller étudier dans une école assez spéciale. C'est une école qui se situe dans le fin fond de la Russie, et à l'intérieur de laquelle Sacha et ses camarades de classe vont se faire malmener, tyranniser, maltraités pour qu'ils fassent des choses assez étranges. En fait c'est une école à l'intérieur de laquelle on va apprendre la spécialité. La spécialité c'est une espèce de discipline qui va forcer notre esprit à faire des choses, et en fait en faisant des exercices assez spécifiques on peut modifier la pensée et la manière de penser de quelqu'un. Et en fait Sacha et ses camarades de classe vont apprendre la spécialité et ils vont voir en fait leur pensée se modifier, se transformer, mais il n'y a pas que leur pensée qui va se modifier, il y a également leur corps, et ils vont tous devenir... En fait, on est dans une ambiance très étrange, très mystérieuse, où tout ce qui se passe est vraiment très bizarre et assez malsain, mais globalement, les étudiants vont se métamorphoser, vont voir... Enfin, il arrive des choses à leur corps et il arrive des choses à leurs pensées qui sont vraiment très très bizarres. C'est un roman qui est profondément malaisant et qui va clairement vous mettre en PLS. C'est un roman avec une ambiance très sombre, vraiment c'est très noir. C'est une ambiance un petit peu de poussière et de magie, mais vous voyez, c'est pas la magie joyeuse comme dans Harry Potter, c'est plutôt une magie sombre, une magie flippante, une magie inquiétante qu'on comprend pas, qui est totalement mystérieuse
mystérieuse, on sent qu'il y a quelque chose d'un petit peu magique là-dedans, mais quoi exactement et dans quel but et pourquoi c'est aussi flippant. Enfin, en fait, les auteurs parviennent à nous transmettre cette espèce de sentiment de malaise permanent que ressent Sacha et que ressentent également ses camarades, et clairement du coup c'est une lecture éprouvante, mais en même temps c'est une lecture qui est fascinante parce que tout le long du livre on va se demander mais qu'est-ce que c'est que cette spécialité, pourquoi les professeurs sont aussi méchants, enfin pourquoi ils peuvent pas juste leur demander gentiment, pourquoi ils peuvent pas leur expliquer, parce qu'en fait tout le roman, enfin pendant la plus grande partie du roman, on sait pas exactement ce qui se passe en fait, on sait pas ce que c'est que cette spécialité, on sait pas ce que c'est que la finalité de tout ça, mais on est totalement imprégné, totalement plongé là-dedans. Et c'était vraiment une expérience de lecture incroyable et très très cool. J'ai adoré le personnage de Sacha, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré l'univers. J'ai beaucoup aimé aussi tout l'aspect développement des personnages qui est super intéressant. Là encore, clairement, c'est un roman qui est assez difficile à lire parce que même les relations entre les personnages sont assez malaisantes, c'est assez dur en fait. C'est un roman qui est plein de violence, mais vous savez, pas une violence brutale et déchaînée, mais une violence un petit peu de tapis. Bon voilà, je m'arrête là pour Vita Nostra parce que c'est vraiment un livre très étrange, mais j'espère que je vous ai donné envie de le lire quand même. Donc voilà pour la présentation de mes 10 romans favoris de tous les temps. Comme vous avez pu le constater, il y a quand même beaucoup de lectures de 2020 et beaucoup de lectures de SFFF. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a donné de l'inspiration et que ça vous a donné envie de découvrir certains titres. Et voilà, bref, sur ce, je vais vous laisser, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.